Ici Noah Lepage et je suis votre animateur pour le magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, nous parlerons du profil de Yannick Dumais avec Samuel Fournier, des frères Beaupré avec Noah Thomas, des nouvelles infrastructures de l'UQAC avec Anne-Gabrielle Gilbert, du parcours de Raphaël Précourt avec Maxime Sauvageau, des Worlds de Cheerleading avec Camille Gendron et nous débuterons avec Édouard Mailloux qui nous parlera de la lutte au Saguenay. Bonjour Édouard. Bonjour Noah. Premièrement, pourquoi ce sujet t'a-t-il intéressé? En fait, j'étais moi-même un fan de lutte quand j'étais plus jeune, puis mon fabuleux chef d'équipe m'a parlé d'une organisation ici même au Saguenay. Puis je voulais un sujet qui sorte de l'ordinaire. Puis c'est un sujet, la lutte, que tout le monde connaît, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu la chance de vivre l'expérience. Comment pourrais-tu décrire l'expérience pour un spectateur? J'ai eu la chance, en fait, d'aller sur place parler avec Mathieu Villeneuve, le fondateur de l'AWE de Chicoutimi. Puis lui, il décrit son expérience comme étant du théâtre extrême et en étant 1h30 de folie. Quand tu rentres là, c'est un hangar, c'est sombre, il y a le ring au centre, il y a des lumières un peu plein de couleurs, il y a de la boucane. Il y a environ une centaine de personnes qui sont là, soit pour se défouler, prendre une petite bière, puis avoir du plaisir après une longue semaine de travail. Est-ce que tu pourrais nous dire plus précisément à qui s'adresse ce spectacle? Bien, à n'importe qui. Dans le fond, tu peux être un amateur de lutte qui veut venir voir les meilleurs lutteurs du Québec, comme tu peux être quelqu'un qui a juste envie de vivre l'expérience au moins une fois dans ta vie. C'est sûr que tu n'arrives pas là avec des enfants de 3-4 ans ou une première date, mais c'est fait pour tout le monde, la lutte. Qu'est-ce que l'organisation de Chicoutimi a plus à offrir que les autres? Bien, comme M. Villeneuve m'a dit, il m'a dit que lui, son organisation, c'était vraiment le côté qualité spectacle qui faisait que l'AWE, c'était l'une des meilleures organisations de lutte au Québec. Puis c'est pour ça que les meilleurs lutteurs viennent jusqu'au Saguenay pour lutter. Y a-t-il beaucoup d'événements comme ça au Saguenay? Oui, l'AWE, c'est à chaque vendredi à Chicoutimi, mais ils se promènent au centre multifonctionnel de Saint-Fulgence et au Vieux Théâtre de la Baie durant l'année. Pour finir, pourrais-tu parler de la qualité des lutteurs là-bas? Comme j'ai dit, c'est les meilleurs lutteurs au Québec. On est chanceux au Québec, on a de la bonne lutte et les gens viennent jusqu'à Chicoutimi. Parfait. Merci beaucoup, Édouard. Je vais poursuivre maintenant avec Camille Gendron qui va nous parler des Worlds et des aspects importants avant de faire cette compétition. Bonjour Camille, ça va? Oui, toi. Qu'est-ce que les Worlds plus précisément? En fait, les Worlds, c'est une compétition qui regroupe les meilleures équipes de trading à travers le Québec. C'est une compétition qui se fait à chaque année. Et pour cette année, ça serait en Floride, à Orlando, du 26 au 29 avril 2024. Y a-t-il beaucoup d'équipes québécoises qui participent à cet événement? Certainement, un grand nombre d'équipes de tous les niveaux à travers le Québec et le Canada y participent, dont l'équipe d'illusion de club trading R&D Elite All-Stars. Cette équipe de Bois des Filions a remporté la première place au Canada et la 4e place au monde l'an passé. Donc, ils sont vraiment prêts à tout pour garder leur super de belles places. Comment les équipes se préparent à une importante compétition comme celle-là? En fait, je me suis renseignée auprès de l'entraîneuse de l'équipe d'illusion, Laurie Carpentier, et elle me dit que l'équipe pratiquait et s'est préparée depuis déjà le mois de juillet. Elle, en fait, elle se concentre vraiment sur la préparation mentale de l'équipe parce qu'elle trouve que c'est vraiment essentiel pour une compétition de ce genre. Et selon elle, c'est vraiment la différence de ce qui fait une bonne équipe à une moins bonne équipe lors du championnat mondial. Y a-t-il des restrictions avant de pouvoir participer à celle-ci? Oui, premièrement, c'est seulement les niveaux les plus forts qui participent, donc les niveaux 5, 6 et 7. Et deuxièmement, toutes équipes sont dans l'obligation d'avoir un bid. Un bid, c'est une invitation qui peut ou qui ne peut pas comporter une bourse pour payer les voyages, comme la nourriture, le logement, comme l'équipe le désire en fait. Pour finir, même sans trophée, en quoi les équipes en ressortent gagnantes de participer? Selon Laurie, qui elle-même a participé aux Worlds en tant qu'athlète auparavant, elle peut confirmer que l'équipe en ressort avec plusieurs points positifs, comme en fait juste participer à un tel événement, c'est vraiment un accomplissement en soi. Alors l'équipe doit en être fière. De plus, ces équipes ont eu la chance de représenter leur pays. Bref, même étant perdantes, elles en ressortent gagnantes. Merci Camille. Maintenant, Maxime Sauvageau va nous parler de Raphaël Précourt et de son parcours avant et après la Ligue junior majeure du Québec. Bonjour Maxime. Salut. Quel est le parcours de Raphaël Précourt avant la LHJMQ? Bien, Raphaël, c'est un gardien de but de la grande région de Québec. Il a rejoint la structure du Blizzard du Séminaire Saint-François en 2017. Le Séminaire Saint-François, c'est une école privée d'une banlieue de Québec, Saint-Augustin de Desmaures. Il a toujours été un gardien de but avec une éthique de travail exceptionnelle et des atouts excellentes.
Comment son repêchage junior s'est-il déroulé? Son repêchage s'est très bien déroulé. Il a été repêché en 6e ronde, c'est 96e au total par les Saguenayens de Chicoutimi. Il avait déjà eu des bonnes discussions avec cette équipe avant le repêchage. Lorsqu'il a entendu son nom, il était très heureux et il est désormais prêt à accomplir de nouveaux défis avec cette équipe. Comment se passe en ce moment sa vie en famille d'accueil à Chicoutimi? Il est très content de la famille d'accueil avec qui il est en ce moment. Il a déjà développé d'excellents liens avec cette famille, surtout sa mère qui possède une épicerie. Donc, avec la nourriture et tout, c'est vraiment plus facile pour lui de manger. Est-ce que Raphaël, c'est un gardien superstitieux? Effectivement, Raphaël, c'est un gardien de but très superstitieux. Avant chaque partie, il met toujours sa jambière et son patin droit en premier. Je vois beaucoup de personnes, des joueurs de hockey, qui font cette superstition-là, donc je ne suis pas surpris que Raphaël l'a fait aussi. Est-ce qu'un jour, il vise la Grande Ligue? Est-ce qu'il vise la NHL? Bien, certainement. Je pense que comme tous les joueurs de hockey, dans un moment de leur carrière, ils rêvent toujours à la Ligue nationale de hockey. Ils travaillent très fort sur la glace et en dehors de la glace pour réussir ces objectifs, donc je ne serais pas surpris de le voir là d'ici une couple d'années. En conclusion, est-ce qu'il y aurait un gardien qui est comme plus modèle? Est-ce qu'il y a un gardien qui s'inspire? Carey Price, dans le temps qu'il jouait avec Montréal, c'est un gardien de but avec qui il s'est inspiré toute sa carrière. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup. Par la suite, nous allons parler avec Anne-Gabrielle des nouvelles infrastructures de l'UQAC. Bonjour. Bonjour, Noah. Les infrastructures de l'université ont changé depuis les dernières années. Quels sont les bénéfices de ces changements à l'UQAC? Oui, donc pour optimiser la réussite scolaire, la réussite sportive, en fait, l'UQAC a amélioré ses infrastructures sportives. Donc, on a remarqué depuis la pandémie que les infrastructures étaient un peu démodées. Donc, ils ont profité de cette opportunité-là pour améliorer les infrastructures et on voit que, justement, ça apporte beaucoup de bénéfices aux étudiants et aussi les personnes qui utilisent les établissements sportifs de l'UQAC. Ça améliore aussi le bassin de recrutement, ce qui permet à avoir des meilleures équipes sportives. Avec ces améliorations vient une plus grande importance au sport d'excellence. Les étudiants ont un meilleur soutien scolaire en allant à l'UQAC. Oui, donc depuis l'implantation des nouveaux bâtiments, on a remarqué qu'il y a un soutien constant, en fait, de la part des entraîneurs sportifs, des enseignants et du personnel de l'UQAC. Donc, on essaye beaucoup d'entourer bien les étudiants sportifs avec un accompagnement à la réussite et surtout des cours privés, des déplacements de cours lorsqu'il y a des pratiques. C'est ça. L'établissement est-il à l'écoute des demandes sportives des étudiants pour participer à une activité à l'UQAC? Oui. Donc, les étudiants ont la chance de pouvoir proposer des activités sportives à l'UQAC. Donc, par exemple, on a l'équipe de hockey qui n'était pas là il y a quelques années. Ça a été une idée des étudiants. Puis, ils ont pitché cette idée-là à l'administration. Puis on a fait un test en 2021-2022 et depuis, l'équipe est restée en compétition avec les Stingers de Concordia et les Janois d'Alma. Pour finir, les élèves peuvent-ils recevoir des subventions avec leur participation sportive à l'UQAC? Oui, ils ont la chance de pouvoir obtenir des bourses, non seulement sportives, mais aussi des bourses de réussite scolaire et des bourses de développement dans leurs équipes sportives. Merci beaucoup, Anne-Gabrielle. Merci. Maintenant, Noah Thomas va nous parler des frères Beaupré et de leur parcours anodin. Bonjour, Noah. Bonjour. Comment leur parcours a-t-il commencé plus précisément? Le parcours des frères Beaupré a commencé dans la ville de Bancroft, cette ville en Ontario d'environ 4000 habitants où jouaient les deux frères Beaupré, Charles et Dorian, sous la tutelle de leur entraîneur, Denis Doublestein. Comment ils ont eu la chance de pouvoir aller jouer en Finlande? C'est ce même entraîneur, M. Doublestein, qui possède plusieurs équipes dans les pays nordiques de l'Europe, qui a vu un potentiel inexploité dans le jeu des deux frères Beaupré. Après une première offre refusée dans le but de se développer physiquement, les deux frères ont accepté avec joie la proposition de leur entraîneur pour rejoindre Kiepo, une équipe de 3e division finlandaise dans la ville de Manta-Vilupula. Quels changements les deux frères ont dû faire face à leur nouvel habitat? Plusieurs changements, dont la nouvelle langue qui est le finnois. Ils ont des conseillers linguistiques dans l'équipe qui leur aident à apprendre cette nouvelle langue. De plus, l'environnement et la culture de la Finlande, bien qu'elle ressemble un peu au Québec, a été un gros défi pour les deux frères. Charles m'a beaucoup expliqué que l'entraide entre lui et son frère leur ont permis de passer cette épreuve. Quel est l'objectif des deux frères en Finlande? L'objectif principal est de prendre du plaisir et de graver des souvenirs uniques. Au-delà des résultats sportifs,
Les deux frères visent vraiment à graver des souvenirs qu'ils vont pouvoir garder à tout jamais dans leur nouvel environnement et en Europe. Une adaptation sur la patinoire a-t-il été nécessaire? Oui, les patinoires du territoire européen sont 4,5 mètres plus larges que ceux sur le territoire de l'Amérique, ce qui fait un jeu plus lent, mais plus structuré. Charles m'a expliqué qu'il y a eu de la difficulté à implanter son jeu robuste lors de ses premières parties en territoire européen dû à cette adaptation. Merci beaucoup, Noah. Merci. Samuel Fournier va nous présenter Yannick Dumais, ancien étudiant d'ATM et un vétéran du circuit, Gilles Goudreau. Bonjour Samuel, ça va bien? Bonjour. Je crois que vous pouvez commencer en demandant, c'est qui Yannick Dumais? Oui, Yannick Dumais, en fait, c'est un homme de Saint-Fabien dans le Bas-Saint-Laurent et c'est un ancien étudiant ici au Cégep de Jonquière, plus précisément en radio. Son CV est assez bien garni au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Lui, cette année, ça fait 17 ans qu'il fait partie du circuit en tant que poste dans des organisations, une avec les Huskies de Rouyn-Noranda et avec l'Océanique de Rimouski. Est-ce que tu pourrais nous dire ses motivations, pourquoi il est allé étudier en ATM? C'était assez, on va dire, il y a beaucoup d'idées qui lui trottaient dans la tête au moment de faire son choix de carrière. Mais en fait, journaliste sportif et travailler dans les communications au niveau du hockey dans une équipe, c'était ses deux priorités. Peux-tu nous dire un peu plus sur son parcours avec l'Océanique? Oui, ben en fait, il a commencé son parcours en fait en 1997 avec l'Océanique. Il a commencé dans le domaine des statistiques, puis il a grimpé les échelons au cours des années pour passer par les communications, assistant au directeur général et directeur général. Il a participé à 3 Coupes mémoriales avec l'Océanique de Rimouski et il en a remporté une. Est-ce qu'il y a des joueurs ou des entraîneurs qui ont marqué son parcours? Oui, en fait, justement, dans la Coupe mémoriale qu'il a remportée en 2000 avec l'Océanique, il y avait Brad Richards dans l'équipe. Et comme entraîneur, c'était Doris Labonté qui était l'entraîneur de cette équipe-là. Puis, il y a aussi Sidney Crosby avec qui, en fait, il s'occupait de son agenda hebdomadaire. Puis, vu que M. Dumais est un homme qui adore son coin de pays, 2 joueurs, Patrick Coulombe et Gleason Fournier, 2 anciens défenseurs de l'Océanique, l'ont beaucoup marqué. Pour finir, que fait Yannick Dumais aujourd'hui? Aujourd'hui, M. Yannick Dumais est analyste à la radio de l'Océanique avec son grand ami Michel Germain. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous mes journalistes, Maxime Sauvageau, Édouard Mailloux, Camille Gendron, Anne-Gabrielle Gilbert, Noah Thomas et aussi Samuel Fournier. Merci beaucoup à Joël à la régie. Merci à tous les spectateurs de m'avoir écouté. On se revoit très bientôt.